À chaque début de tour, nous commencerons par la phase d'enchère, qui va se passer avec les cartes représentant les mêmes personnages que ceux qui sont présents sur les plateaux de jeu. On commence toujours par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a reçu ce marqueur, et ce joueur va prendre toutes les cartes personnages en main, et c'est lui qui va choisir quels sont les deux personnages qu'il va mettre aux enchères pour ce tour. Effectivement, il a le choix de prendre n'importe lesquels et de proposer, par exemple, voilà, de proposer un binôme composé d'un paysan ainsi que d'un gardien du temple. Il va mettre ces deux cartes aux enchères et à tour de rôle à partir de lui dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va pouvoir monter sur les enchères proposées. Lorsqu'on propose une enchère, on est toujours obligé de la proposer avec un minimum de 1 drachme. Bien sûr, elle peut être plus importante si on le souhaite. Donc le premier joueur pose ses deux personnages choisis devant lui, afin que tout le monde les voit, et ensuite il va proposer son enchère. Donc par exemple, il pourra dire, bon ben je propose d'acheter ces deux personnages pour 1 drachme. On passe au suivant, qui va monter ou se coucher. Si un joueur décide de laisser la main, il ne pourra pas revenir dans cette enchère-là pour ces deux personnages-là. Les enchères se poursuivent ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur en jeu, et bien ce joueur va être le seul à payer à la banque ce qu'il a promis pour l'achat de ses personnages. Donc en imaginant que le troisième joueur ait dit 4 et qu'ensuite tous les autres se soient couchés, eh bien il va pouvoir prendre ces deux personnages et les placer devant lui, payer 4 à la banque et ensuite immédiatement faire progresser ces marqueurs sur les échelles correspondantes. Donc là, une sur le paysan et une sur les temples, enfin les gardiens de temple. Ensuite, deux possibilités. Soit c'est le joueur dont c'était le tour, donc par exemple là notre premier joueur, qui a réussi à remporter l'enchère. Si c'est lui qui a remporté l'enchère, eh bien son tour d'enchère est terminé. On va reprendre tous les personnages et ensuite les donner au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre et ce sera à lui de choisir deux personnages et de les mettre aux enchères. En revanche, si c'est un autre joueur que le joueur en lice qui remporte l'enchère, donc là nous avons vu par exemple si c'est le troisième joueur qui remporte cette enchère, on repasse à nouveau au premier joueur qui va continuer à proposer des enchères tant qu'il n'a pas obtenu deux personnages. Donc par exemple, il pourra faire une nouvelle enchère avec deux autres personnages. Les enchères se poursuivent de la même façon que précédemment, mais le joueur qui a reçu deux personnages lors de ce tour ne peut pas participer à l'enchère pour ces deux autres personnages. De la même façon, sur cette deuxième enchère, soit c'est le joueur qui a proposé l'enchère qui l'emporte et à ce moment-là on reprendra toutes les cartes avant de les passer au joueur suivant, soit ce n'est pas lui qui l'emporte et à ce moment-là il pourra proposer une troisième et dernière enchère. Effectivement, il n'y a que 7 cartes en jeu et donc la possibilité que de ne faire 3 enchères différentes de 2 cartes. S'il ne remporte pas la dernière, eh bien tant pis pour lui, on reprendra toutes les cartes, on passera quand même toutes les cartes au joueur suivant et il n'aura pas eu la possibilité d'emporter des personnages lors de sa phase à lui. Mais il a encore la possibilité d'en rapporter sur le joueur suivant. Attention, il est toujours possible au joueur en cours de ne pas proposer d'enchère et de passer directement son tour. Donc par exemple, si nos deux premiers lots de personnages avaient été vendus aux enchères et que notre premier joueur a une dernière enchère à faire, il peut aussi décider, s'il le souhaite, de passer et donc de ne pas faire cette enchère. De même, il peut le faire carrément en début de tour, c'est-à-dire au moment où il reçoit tous les personnages, il peut décider de passer directement et de ne pas réaliser son tour d'enchère dans son ensemble. Bien entendu, comme on est obligé de débuter une enchère par une proposition de 1 drachme et qu'il est interdit de proposer une enchère avec des drachmes que l'on n'a pas en main, eh bien, un joueur sera obligé de passer directement son tour si jamais il n'a déjà plus d'argent devant lui. On continue donc cette phase d'enchère avec tous les joueurs. Donc le premier joueur fera ses enchères, deuxième joueur fait ses enchères, troisième joueur fait ses enchères, quatrième joueur fait ses enchères. Lors d'une phase d'enchère, on ne peut pas racheter des personnages, donc on pourra acheter que deux personnages à la fois, mais par contre on pourra en racheter lors du tour des autres joueurs. Ce qui fait qu'au maximum, un joueur pourra acheter deux personnages par joueur autour de la table.
C'est ce qui fait l'originalité du jeu, c'est que lors de chaque phase d'enchère, on ne sait pas exactement combien de personnages on va pouvoir récupérer. Ça va être entre 0 et 8 par exemple si on joue à 4. Lors de la phase d'achat de personnages aux enchères, on va donc faire progresser ces pions après avoir acheté un lot de 2 personnages. Attention, sur chaque échelle, nous avons vu qu'il y a une case 5. Cette case 5 est plus petite que les autres parce qu'elle ne comporte qu'une seule place. Effectivement, tout au long du jeu, on peut avoir le même nombre de personnages qu'un autre joueur, sauf pour la place 5. À partir du moment où un joueur aura pris la 5e place d'une des colonnes, c'est valable pour tous les personnages du jeu, et bien si jamais quelqu'un d'autre passe en phase 5, à ce moment-là, il va repousser le joueur d'une case pour lui prendre sa place. Il ne pourra donc toujours y avoir qu'un seul jeton de joueur sur la case 5 de chacune des échelles. On passe ensuite à la phase de corruption qui va se dérouler avec ce plateau. Effectivement, on va regarder quel est le joueur qui a le pion le plus avancé sur l'échelle du corrupteur et c'est lui qui va pouvoir commencer à faire une corruption. Donc là, par exemple, nous avons deux joueurs qui se trouvent en tête, le noir et le jaune. Lorsqu'il y a une égalité, on va tout simplement regarder l'ordre du tour pour départager les joueurs. Donc en imaginant que le joueur jaune soit le premier dans l'ordre du tour, c'est lui qui va pouvoir commencer à faire une corruption. Pour pouvoir corrompre, on ne peut corrompre que les joueurs qui ont un nombre de gardes inférieur à son nombre de corrupteurs. Donc là, par exemple, le joueur jaune ne peut corrompre que le joueur vert qui a 0 garde. Effectivement, les autres ont pris des gardes qui les défendent contre un nombre de corrupteurs inférieur à leur nombre de gardes. Donc le joueur jaune pourra piquer un personnage au joueur vert. On peut réaliser la corruption sur n'importe quel type de personnage, sauf les gardes et les corrupteurs. Donc on ne pourra pas toucher à cette échelle. Donc par exemple, notre joueur jaune pourrait décider de piquer un paysan au joueur vert, puisqu'il se trouve sur la même échelle et que le joueur vert a effectivement un paysan de disponible. À ce moment-là, il fera reculer le pion paysan d'une case pour le joueur vert, et lui, en contrepartie, augmentera d'une case sur cette échelle. On passe ensuite au joueur suivant, donc par exemple qui est le joueur noir, et bien lui pourra aussi faire une corruption, par exemple en prenant une place sur cette échelle et en faisant régresser le joueur jaune ou le joueur vert. Là, le joueur vert, il ne peut pas puisque le joueur vert n'a pas de paysan. Donc on ne peut pas effectuer une corruption si un joueur n'a pas de personnage. Donc il sera obligé de le faire sur le jaune, par exemple, et pourra le faire reculer ici. Effectivement, si là, il faut avoir plus de corrupteurs que de gardes pour pouvoir faire une corruption, eh bien, sur une échelle, on n'est pas obligé de corrompre un joueur qui se trouve devant soi ou derrière soi. Il n'y a pas d'importance en fait. À partir du moment où il a un personnage, on peut lui voler un personnage. Quelques petits points importants sur la corruption aussi. Un joueur ne peut se faire corrompre qu'une seule fois lors d'une phase de corruption. Donc par exemple, lors de notre première phase, le joueur jaune a corrompu le joueur vert, eh bien le joueur noir n'aurait pas pu corrompre à nouveau le joueur vert, qui s'est déjà fait corrompre lors de ce tour. Dans notre exemple, les autres joueurs n'ayant pas de corrupteur, eh bien, ils ne font pas de phase de corruption. Et lors d'une phase de corruption, chaque joueur ne fait qu'une seule corruption, quel que soit le nombre de corrupteurs qu'il a. Même si j'ai 4 corrupteurs, on regarde juste si je suis plus haut que l'adversaire que je veux corrompre, et je lui corromps un seul personnage. Autre phase importante de la corruption, les dernières cases de chacune des échelles. Pour pouvoir corrompre un personnage qui se trouve en 5e position sur n'importe laquelle des échelles, eh bien, il faudra absolument avoir aussi un chef corrupteur, c'est-à-dire se trouver dans cette position-là. Si on ne se trouve pas avec 5 corrupteurs, eh bien, on ne pourra jamais faire descendre un personnage qui se trouve en 5e position sur une échelle. Une fois les corruptions effectuées, on peut passer à la phase 3, qui est la phase d'offrande. À tour de rôle, à commencer par le premier joueur, chacun va pouvoir proposer une offrande et la sacrifier sur les autels, à condition qu'ils remplissent toutes les conditions nécessaires. On commence donc par exemple par le joueur jaune. Le joueur jaune a des cochons. Il peut avoir 0 cochon parce que malheureusement on regarde pour lui
Quel est le pion le plus bas sur l'échelle du porteur de fleurs et du porteur d'eau? Malheureusement, il a un pion qu'il n'a pas réussi à faire progresser, qui est le pion jaune, qui présente 0. Ça veut dire qu'il ne pourra présenter que 0 cochon en offrande. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, il ne peut pas faire d'offrande à ce tour. Effectivement, on ne prend jamais d'animaux en main ni devant soi si on ne peut pas faire une offrande. Donc il sera obligé d'attendre le tour suivant pour pouvoir réaliser son offrande. En revanche, il pourra regarder s'il obtient des points grâce à la prêtresse. Ici, il a réussi à amener son marqueur de prêtresse sur le 2, donc il va recevoir immédiatement 2 points de victoire et les faire progresser sur le pourtour du plateau de jeu. Passons au deuxième joueur, en imaginant que c'est le joueur vert. Il a des poules qu'il va pouvoir sacrifier à hauteur de 2, puisque ici il a un marqueur vert sur le 2 sur les porteuses d'eau et un marqueur sur le 3 des porteurs de fleurs. On regarde donc le plus bas, il peut donc prendre immédiatement 2 poules de la réserve commune et va pouvoir sacrifier sur un autel sur lequel il a un gardien du temple. Son pion vert est ici, il peut donc sacrifier au choix sur cet autel ou cet autel. Il choisit un autel libre et peut poser immédiatement ces 2 animaux sur cet autel. Au moment où il pose ces animaux, il va prendre un nouveau jeton de sa réserve et le placer sous cet autel, sur les petites cases rondes prévues à cet effet, pour se rappeler qu'il aura fait une offrande à cet endroit-là, le dernier. Ça va compter pour la fin de jeu surtout. Il va marquer ensuite un nombre de points de victoire, tout simplement en multipliant les points obtenus par les animaux sacrifiés par leur nombre. Donc là, par exemple, il a sacrifié des poules qui ont une valeur de 1, il a 2 poules, 2 fois 1, 2, plus la valeur éventuellement de ses prêtresses, il en a 0, donc il marquera tout simplement 2 points, il peut avancer son marqueur sur la case 2 et donc rattraper le joueur jaune. Pour continuer notre exemple avec le joueur rouge, lui il a réussi à se placer ici sur le marqueur de paysan et peut donc obtenir des chèvres. Grâce à ses jetons de porteur de fleurs et porteur d'eau, il peut sacrifier une chèvre. À ce moment-là, il la prend et peut la placer à n'importe quel endroit, soit sur ses premiers autels, soit sur ses autres autels, puisque son pion est placé ici. Alors, en général, on a toujours plus intérêt à les poser sur les autels supérieurs, mais après, c'est à son choix. Il place donc son marqueur sous l'animal qu'il sacrifie. La chèvre vaut 3, 3 fois 1, 3, plus son marqueur de prêtresse qui est sur 2, ça fait donc 5. Il avance son marqueur sur le 5. Alors vous l'aurez compris, petit à petit, les autels vont se remplir et on va trouver de moins en moins de place pour placer ces offrandes. Eh bien, à partir du moment où il n'y a plus beaucoup de place, eh bien on peut décider de se placer aussi à la place d'un autre joueur. Alors comment faire? Eh bien la seule possibilité pour se placer à la place d'une autre offrande est d'offrir un nombre d'animaux supérieur. Donc par exemple, si je veux me placer à l'endroit du joueur vert ici qui a posé 2 poules, eh bien je vais pouvoir proposer 3 poules. Et ce sera ma seule façon d'enlever ces poules pour les remplacer par mon offrande. À ce moment-là, j'enlèverai le marqueur du joueur concerné et je le remplacerai par le mien. Et l'offrande précédente sera tout simplement remise dans la réserve. La deuxième possibilité est tout simplement de remplacer les animaux par une valeur supérieure. Donc je peux remplacer les poules par des animaux qui ont une valeur supérieure à celle des poules, c'est-à-dire tous, puisque la poule est l'animal qui a la valeur la moindre. Donc je pourrais par exemple remplacer ces 2 poules par 2 cochons, ou 2 chèvres, ou 2 moutons. Lorsqu'on remplace un joueur, eh bien on ne va pas le faire régresser sur le pourtour du jeu. Les points acquis lors d'un sacrifice le sont définitivement jusqu'à la fin du jeu. En revanche, à quoi ça va servir de prendre les places? Eh bien ça va servir à gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Effectivement, sur les premiers autels, les joueurs qui auront réussi à garder des jetons de leur couleur jusqu'à la fin de la partie obtiendront 5 points de victoire supplémentaires, 10 points pour les suivants, 15 points pour les autels suivants, 20 et 25 pour le dernier autel, celui de Zeus. Alors attention, lors de la phase de sacrifice, si jamais il n'y a
plus assez d'animaux en réserve, eh bien, soit vous allez prendre le restant d'animaux qu'il y a dans la réserve et donc faire un sacrifice moindre, soit choisir des animaux inférieurs à ceux qu'il y a de présentés sur votre colonne de paysans. Si jamais vous ne trouvez pas de place où faire vos sacrifices, eh bien tant pis, vous n'allez pas faire de sacrifice à ce tour. Donc attention à toujours bien prévoir les endroits où vous pourrez réaliser des sacrifices et donc à bien faire progresser le marqueur présentant les gardiens du temple. On peut ensuite passer à la phase 4 du jeu, et dernière phase, qui est tout simplement la phase de revenu. Cette phase est très simple, puisqu'à chaque tour, eh bien, les joueurs vont recevoir tout simplement 10 drachmes de la banque supplémentaires. Alors si jamais ils ont réussi à faire un petit peu d'économie, eh bien ça leur fera un peu plus pour le tour suivant. Donc il faut essayer de réaliser quelques petites économies, mais attention, lors de la phase de revenu, on ne peut pas dépasser 25 en argent, en drachmes, dans sa réserve. Donc si jamais vous dépassez 25, eh bien vous allez jusqu'à 25 et vous ne prenez pas le reste. On peut ensuite prendre le marqueur de premier joueur et le passer au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est reparti pour les 4 phases. Le jeu peut prendre fin de 2 façons différentes, soit lorsque tous les hôtels seront remplis, à ce moment-là, on finira le tour et on comptera les points de victoire supplémentaires amenés par les hôtels que l'on ajoutera à ceux que les joueurs ont gagnés au fur et à mesure du jeu. Ou sinon, lorsqu'un joueur arrive à gagner 100 points de victoire, c'est-à-dire a réussi à faire un tour complet du plateau de score. Vous l'aurez compris, Offrande est un excellent jeu d'enchères qui sont vraiment très dynamiques, qui changent des autres jeux du même type, avec un thème qui est assez prenant et dans lequel on se croit vraiment, grâce surtout aux illustrations de Pierrot. Voilà, merci de m'avoir suivi, essayez vraiment ce jeu qui vaut le coup et qui vaut la chandelle. Bravo à ce jeune auteur et à cette jeune maison d'édition. Et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir!